Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent. Bonjour à tous et bienvenue dans notre dialogue au présent, le dernier de l'année déjà. Comme chaque mois, le père Christophe Lesourd, directeur du service national pour les relations avec le judaïsme à la Conférence des évêques de France, invite un représentant de la communauté juive pour un dialogue fraternel qui doit nous aider à mieux nous connaître et mieux nous estimer avec nos frères juifs. Ainsi, essayons-nous de mettre en œuvre la déclaration de Vatican II, Nostra Aetate, qui encourage et recommande entre les chrétiens et les juifs la connaissance et l'estime mutuelle qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques, ainsi que d'un dialogue fraternel. Bonjour Christophe. Bonjour Flore. Qui avez-vous invité ce mois-ci et pourquoi ? Alors j'ai la grande joie aujourd'hui d'accueillir dans les studios de KTO Radio le directeur du Mémorial de la Shoah, Jacques Fredge. Le Mémorial de la Shoah, c'est une véritable institution, c'est un lieu extrêmement important pour la mémoire de la Shoah. Vous-même, vous avez écrit, parce que vous êtes un spécialiste, cher Jacques, de nombreux ouvrages. Alors expliquez-nous en quoi consiste le Mémorial de la Shoah. Alors, d'abord, un grand merci de m'avoir invité. Je suis ravi parce que je rencontre Christophe régulièrement au Mémorial. Et ça me fait plaisir aujourd'hui d'être sur cette radio KTO et de continuer cette discussion que nous avons rapidement, souvent au Mémorial. Alors, le Mémorial est une institution totalement atypique parce que le Mémorial est d'abord un centre d'archives. Nous avons été créés en 1943 par un groupe de résistants juifs majoritairement étrangers, parce que les juifs étrangers avaient une perception de l'antisémitisme et du danger beaucoup plus aiguë que les juifs français, ce qu'on appelait les Israélites, durant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient en effet convaincus que leur nationalité française les protégeait de tout. Les juifs étrangers avaient un sixième sens, parce qu'ils connaissaient l'antisémitisme au quotidien. Ils venaient de Russie, et puis progressivement de Pologne, d'Allemagne, d'Autriche. Et donc nous avons été créés en 1943, en avril 1943, à Grenoble. Grenoble, je vous le rappelle, était une ville sous occupation italienne. Et pardon de compliquer les choses, mais une parenthèse, c'est-à-dire que l'Italie fasciste de Mussolini, en occupant les 8 départements à partir de novembre 1942 qui étaient situés entre Grenoble et la Côte d'Azur, en fait, avait décidé de prendre le contre-pied des nazis, et donc la zone italienne était une zone de refuge pour les Juifs. Les Italiens empêchaient l'application des décisions de Vichy et des demandes allemandes, des demandes extrêmement pressantes des Allemands. Donc pendant toute la période de la zone italienne, c'est-à-dire de novembre 1942 jusqu'à septembre 1943, ça a été une zone de refuge pour beaucoup de Juifs, pour beaucoup de résistants juifs, beaucoup d'institutions. Et à ce moment-là, en avril 1943, il y a un monsieur qui s'appelle Isaac Schneerson, qui rassemble un groupe de personnes dans son domicile de la rue Bizanet à Grenoble, avec une idée très simple, une idée qui est déjà une vision de l'après-guerre. C'est important de le rappeler. Et c'est l'après-guerre qui prépare. Il est parti d'un constat simple. Il se passe quelque chose de grave en France, visiblement en Europe. Ils avaient des informations tout à fait parcellaires. Mais 1943, on a quand même un état des lieux. C'est-à-dire que 43 convois de déportation sont partis entre le 27 mars 1942 et le mois de novembre 1942. Près de 42 000 juifs sont arrêtés et internés principalement à Drancy, mais également dans les camps de Pithiviers et Bonin-Rolande. Et puis, ils sont déportés. Et ce qui est
aussi extrêmement parlant pour quelqu'un qui veut faire un état des lieux, c'est qu'à partir de l'été 42, dans ces convois, on y ajoute les femmes et les enfants. Donc ce n'est pas une simple vague d'antisémitisme, c'est beaucoup plus grave que cela. Et dans le début de l'année 43, on commence également à avoir des informations sur ce qui se passe en Pologne, notamment sur la destruction des ghettos et l'insurrection du ghetto de Varsovie en avril 1943 va également frapper les esprits. Alors, vous savez, quand on fait de l'histoire, il faut toujours poser nos affaires au vestiaire et essayer de se mettre dans la peau et dans la tête des contemporains de la période dont on parle, pour comprendre des informations dont ils disposaient, ce qu'ils savaient et ce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce que nous savons aujourd'hui. Ils ne savaient pas ce génocide industriel que les historiens ont étudié dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient des informations parcellaires, mais ces informations parcellaires permettaient de dire, pour utiliser une formule contemporaine, que le diagnostic vital de la population juive d'Europe était en jeu. Et donc, l'idée de rassembler des archives partait de ce constat. Nous ne savons pas qui survivra, mais ceux qui survivront devront pouvoir disposer de documents d'archives pour raconter ce qui s'est passé. Et demander justice. Raconter et demander justice. C'est les deux objectifs très importants que l'on voit dans les discussions et dans les récits de cette création. Donc l'idée, c'est de collecter des archives et de les cacher et de permettre après la guerre de pouvoir en disposer et d'écrire l'histoire. Bon, inutile de vous dire que la zone italienne a cessé en septembre 1943, les nazis ont déferlé sur la zone italienne, avec à leur tête Alois Brunner, qui va véritablement arrêter d'une manière extrêmement violente la population juive qui est dans cette zone. C'est là que Simone Veil est arrêtée, à Nice, le père de Serge Klarsfeld, Charlotte Salomon, voilà, tout ça, c'est la zone italienne qui va tomber sous la férule d'Alois Brunner et de ses équipes. Et donc, Schneerson, lui, va quitter la zone italienne, va rejoindre la résistance en Dordogne, et on le voit réapparaître au moment des combats pour la libération de Paris. Schneerson est un personnage intéressant parce que c'est un monsieur qui vient de Russie. Il est issu d'un milieu orthodoxe, mais on sait que c'est quelqu'un qui va être surtout très engagé dans la défense des droits des Juifs en Russie. Je vous rappelle quand même, si vous voulez, que si en Europe de l'Ouest, les Juifs auront été émancipés grâce à la Révolution française, grâce à la France, les Juifs qui vivent en Europe de l'Est ne vivent pas cela de la même manière. Ils vivent l'antisémitisme au quotidien, ils vivent les violences antisémites, les assassinats. Enfin, on a inventé le mot pogrom pour qualifier l'activité de l'armée tsariste qui allait assassiner des gens assez régulièrement, et plusieurs pogroms importants vont avoir lieu au début du XXe siècle. Et donc, Schneerson a dû quitter la Russie précipitamment, parce que visiblement il était recherché pour ses activités de défense des droits des Juifs, et il a fait le choix de s'établir en France. Il n'a pas fait le choix par hasard. Schneerson va être... vous savez, il y a un livre de Pierre Birnbaum qui s'appelle « Les fous de la République ». Il se situe dans cette lignée. Il est venu en France par amour de la France. Parce que pour beaucoup de Juifs étrangers, la France
était la petite Jérusalem, la lueur des nations. C'était un pays où Dreyfusards et anti-Dreyfusards s'étaient disputés pour défendre l'honneur d'un capitaine juif. Elle s'était divisée, la France. Et vous savez, cette expression dans le monde yiddish qui était de dire « on est heureux comme un juif en France ». La France était véritablement un pays qui était vu de l'étranger comme le pays des droits de l'homme, des libertés, de Voltaire, de Rousseau. Voilà. Et donc Schneerson, en arrivant en France, a posé ses affaires au vestiaire. Il a enlevé sa kippa et il a coupé ses paillasses. Il voulait devenir français, totalement. Il est rentré dans, il a eu un autre métier, donc pendant cette période-là, il est devenu industriel en métaux ferreux. C'était un métier pour beaucoup de juifs étrangers qui arrivaient de l'étranger et qui n'avaient pas de background, de formation particulière. Il va être spolié par les lois de Vichy. Et il va être très actif pour, des activités clandestines, pour aider la population juive, etc., dès le début de la guerre. Et Schneerson, sur plusieurs sujets, s'avérera être un visionnaire. Vous comprenez que ce n'est pas un historien, mais néanmoins, il a compris l'importance de l'écriture de l'histoire. Et dès les combats pour la libération de Paris, il court à Paris avec quelques personnes, dont Léon Poliakov, qui à l'époque n'est pas un homme très connu, mais qui s'avérera être par la suite un homme clé dans l'écriture de l'histoire. Et ils vont sauver de la destruction des dizaines de milliers de documents d'archives. Et Schneerson connaît beaucoup de gens dans la résistance. Et donc, c'est un peu... Là aussi, c'était totalement invraisemblable, parce qu'il y a des combats dans Paris. Mais Schneerson collecte des archives. Et il met la main sur des fonds d'archives très importants, notamment des fonds de Vichy, et des fonds également d'origine nazie. Dans son livre « L'auberge des musiciens », Léon Poliakov raconte comment il met la main sur un fonds d'archives fondamental pour l'écriture de l'histoire, qui est le fonds d'archives du service 4B4, qui est le service anti-juif de la Gestapo. Il raconte qu'il y a un commissaire de police résistant qui arrête un groupe de nazis avec des camionnettes qui tentaient de quitter Paris, donc ils sont arrêtés porte d'Orléans, et ce commissaire, c'est le commissaire Berger, et il amène ses boîtes en bois à Schneerson en lui disant « Écoute, il y a des archives, peut-être ça va t'intéresser, je ne sais pas exactement. » Donc ils ouvrent les boîtes et ils découvrent le fonds d'archives du service 4B4. Il faut savoir que à la fin de la guerre, les nazis vont détruire les documents d'archives à tour de bras. On détruit les preuves des crimes. Il y a 2 fonds d'archives du service 4B4 qui ont survécu en Europe, celui de la Hollande et celui de la France. Et nous, on met la main sur celui de la France. Fonds d'archives fondamental parce que nous récupérons la liste originale de tous les convois de déportation partis de France. Donc, à la différence de beaucoup de pays, dès le lendemain de la guerre, on est capable d'identifier combien de gens ont été déportés et qui a été déporté. Ce qui est fondamental pour les familles. Et puis, dans ce fonds d'archives, vous découvrez véritablement la politique nazie telle qu'elle va être mise en œuvre en France, mais également l'envers des discussions entre le régime de Vichy et les autorités allemandes à Paris. Vous comprenez bien que dans cette période, il y a des choses qu'on n'écrit pas. Il y a des discussions qui se font, il y a des décisions qui sont prises, mais il y a des choses qu'on n'écrit pas. Par contre, les Allemands à Paris font des rapports à Berlin. Ils télégraphient à Berlin. Donc,
dans ces fonds d'archives, c'est toute la complicité du régime de Vichy qui est véritablement au cœur du sujet. Et ces documents d'archives vont être utilisés pour écrire l'histoire. Par la suite, ils serviront pour les procès également. Alors c'est pas véritablement un objectif de Schneerson. Schneerson ne se dit pas on va courir après les anciens nazis, on va faire des procès pour obtenir justice, etc. Lui, son objectif, c'est de mettre les archives à la disposition de celles et ceux qui vont entamer des actions en justice. Et donc, vous savez que 8 mai 1945, c'est la fin de la guerre, mais en octobre 1945 s'ouvrent les procès de Nuremberg. Et Edgar Faure et François de Menthon, à l'époque, demandent à Schneerson si notre institution qui s'appelle le Centre de documentation juive contemporaine, le CDJC, veut bien accompagner la plaidoirie française au procès de Nuremberg. Voilà, pour préciser, c'est que Edgar Faure, qui va devenir un homme politique très important, ministre, président du Conseil, etc., est le procureur adjoint à Nuremberg. C'est exactement, tout à fait. Et donc, il y a deux personnes qui sont déléguées à Nuremberg, Joseph Billig et Léon Poliakov. Ils partent à Nuremberg avec toutes les archives que nous avons rassemblées, qui vont être mises à la disposition de la France, mais également au final de tous les pays alliés. Donc c'est assez incroyable parce qu'à Nuremberg, il y a des États, et puis il y a un bureau du CDJC, qui va servir de centre de documentation pour l'ensemble des alliés, parce que vous savez qu'à Nuremberg, c'est une première à plus d'un titre, c'est la première tentative de justice internationale, mais c'est la première fois que les archives vont être utilisées comme des pièces à conviction. Donc les alliés eux-mêmes vont rassembler des archives pour ces procès. Vous avez en mémoire même les films qui vont être faits par les Américains au moment de la libération des camps. Il y a un film qui va être fait par les Russes, etc. Tout ça est projeté à Nuremberg. Nous restons à Nuremberg pour les procès internationaux, puis pour les procès américains. Et Billig et Poliakov arrivent à convaincre le procureur américain de nous permettre de ramener une partie des archives qui ont été rassemblées par les Alliés, de les ramener à Paris, parce que en 1945, on est la seule institution d'archives dans le monde. Je vous rappelle que l'État d'Israël n'existe pas. Et donc, on est véritablement les seuls, à avoir démarré cette activité aussi rapidement. Et donc, les archives du CDJC vont commencer à être classées. Il y a même à un moment une lune de miel avec les pouvoirs publics, puisqu'il commence à y avoir un travail qui nous est confié sur la question des spoliations des biens des Juifs. Et on crée une revue qui, à l'époque, s'appelle Le Monde Juif, qui est une revue, qui est la revue du CDJC, notamment pour raconter ce qui se passe au CDJC, mais également pour permettre aussi des communications historiques. Et le CDJC, à l'époque, n'a pas de locaux. On vit dans des locaux provisoires, et je sais qu'on va même déménager à plusieurs reprises, donc c'est une existence un petit peu instable. Mais finalement, Schneerson ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là et il va créer le mémorial. Pourquoi il crée le mémorial ? C'est que, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la difficulté pour les familles juives, c'est la question du deuil. Les Juifs ont été gazés, leurs corps ont été brûlés. Il n'y a donc pas de pierre tombale, il n'y a pas de cimetière où aller pleurer. Les cendres, on le sait, ont été répandues dans les centres de mise à mort. Alors pour les Juifs de France, c'est principalement Birkenau. Mais on ne va pas à Birkenau comme ça pour se recueillir devant les siens qui ont été assassinés. Donc Schneerson, en fait, va penser à un mémorial. Alors pourquoi il pense à ce mémorial ?
là aussi, on revient à ce personnage incroyable. Vous savez, dans l'entre-deux-guerres, tous ces juifs étrangers qui arrivent en France sont véritablement soucieux de devenir français. Comment on devient français ? On devient français en apprenant la langue française, on devient français en envoyant ses enfants à l'école, on devient français en rejoignant l'armée du pays qui vous a accueilli. Mais Schneerson, en arrivant en France, était déjà assez âgé. Donc lui, il est rentré dans une association patriotique. Alors c'est un mot aujourd'hui qui fait peur quand on dit association patriotique, mais à l'époque c'était ni plus ni moins que les associations d'anciens combattants. Et il allait à l'Arc de Triomphe, aux cérémonies de l'Arc de Triomphe, pour rendre hommage aux soldats français. Et lorsqu'il a pensé à créer un mémorial, il l'a créé sur le modèle de l'Arc de Triomphe dédié aux soldats inconnus. Le premier nom que nous avons eu, c'est le tombeau mémorial du martyr juif inconnu. Schneerson voulait créer une institution qui soit dans un rituel laïque et républicain. Dès cette époque, lui considérait que cette histoire n'était pas que l'histoire des Juifs. Elle devait être l'histoire de la France et l'histoire de l'Europe. Donc il ne voulait pas créer une institution communautaire de plus, il voulait créer une institution experte qui viendrait travailler sur un sujet, bien évidemment, qui concerne les Juifs, mais avec une mission de service public. Et donc, il décide de lancer la création du tombeau mémorial du martyr juif inconnu, mais une partie de la communauté juive réagit très mal. Parce que des gens disent, mais écoutez, aujourd'hui la priorité, c'est de reconstruire les vies, d'aller chercher les enfants qui sont cachés aux quatre coins de la France et dont les parents ont été déportés. Le leadership de la communauté juive a été déporté. Il faut tout reconstruire, il faut que les Juifs retrouvent une vie normale. Et on n'a pas de sous à dépenser pour construire un monument qui nous amène encore à nous tourner vers le passé et à nous distinguer des autres. Et puis en plus, il y a une raison plus religieuse. Les rabbins à l'époque sont globalement opposés à cette décision parce que dans le judaïsme, on ne mélange pas les vivants et les morts. Les morts sont dans les cimetières, le judaïsme est tourné vers la vie, les cimetières sont fermés pendant les fêtes juives. Et donc l'idée qu'il pouvait y avoir des cendres dans un lieu avec des vivants de manière permanente, il y a eu une opposition des rabbins, mais alors Schneerson, lui, vous savez, est un monsieur qui avait une vision. Il venait d'un milieu orthodoxe, il était déterminé, et donc on pose la première pierre du mémorial en mars 1953 sur un terrain qui nous est donné par la ville de Paris, et le bâtiment est inauguré en octobre 1956. Merci beaucoup pour cette première partie du récit absolument passionnante. On va marquer une première pause dans notre émission. Vous êtes bien dans Juifs et chrétiens, dialogue au présent sur KTO Radio. Et on se retrouve juste après la pause avec Christophe Le Sourd et son invité du jour, Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah. A tout de suite. Palmenland ist Land von weißem Schnee. Wir kommen an mit unser Bein, mit unser Weg. Und wohlgefallen ist der Spitz von unser Blut. Strotzen wettert unser Krone, unser Mut. Und wohlgefallen ist der Spitz von unser Blut. Strotzen wettert unser Krone.
bien sur KTO Radio dans Dialogue au présent entre juifs et chrétiens. Aujourd'hui, le père Christophe Le Sourd reçoit Jacques Fredge, directeur du mémorial de la Shoah. Alors, cher Jacques, dans la première partie, vous avez évoqué cette magnifique figure de Schneerson, et puis nous en étions à 1956, et depuis, donc, il y a eu la construction de différents édifices. Est-ce que vous pouvez les évoquer et puis dire aussi ce qui s'y passe aujourd'hui ? Bien sûr. Alors, pour terminer sur une note positive, quand même, dire que finalement, les rabbins ont donné leur aval pour la construction du mémorial, mais après coup, après l'inauguration, parce que vous savez que la création du mémorial à Paris est une nouvelle qui va traverser le monde, et notamment qui va arriver en Israël. Et les Israéliens vont réaliser finalement que le premier mémorial, à l'époque, on utilisait le mot Khurban, qui est un mot yiddish, qui veut dire destruction également. Shoah est apparu vraiment dans les années 80. Et donc, les Israéliens décident de la construction de Yad Vashem par une loi qui va être votée à la Knesset en 1953, quelques jours après la création du mémorial à Paris. Et finalement, si vous voulez, ça va faciliter aussi la tâche de Schneerson à Paris, puisque les rabbins vont se rendre compte qu'il y a là une problématique qui va se poser pour tous les juifs du monde. Et donc, il y a une évolution du rabbinat qui dit « Ok, d'accord, voilà. » Donc, il y a à l'époque un homme formidable qui s'appelle le grand rabbin Jacob Kaplan, qui va favoriser cette prise de décision. Et donc, c'est pas fondamental, mais néanmoins, c'est très important de montrer que Schneerson a été un visionnaire, un pionnier. Et aujourd'hui, des mémoriaux de la Shoah, il y en a dans le monde entier, mais il y a eu le premier qui était à Paris et qui a donné un peu le ton. D'ailleurs, Yad Vashem, le premier Yad Vashem va être construit sur le modèle du mémorial à Paris. Alors, pour faire très rapidement, si vous voulez, le mémorial est inauguré en 1956. Il va traverser une longue traversée du désert parce que, pour plein de raisons, y compris dans la communauté juive, c'était pas un sujet d'intérêt comme ça l'est aujourd'hui, parce que la priorité c'était de reconstruire vraiment Lévi, de reconstruire la communauté juive, de s'occuper des orphelins. Il y avait des priorités très importantes, et on a eu aussi un petit souci politique avec les pouvoirs publics, puisque vous savez que dans le milieu des années 50, les archives du régime de Vichy ont été fermées en France, et les pouvoirs publics ont demandé au mémorial, au CDJC, de rendre les archives que nous avions sur Vichy. Donc vous imaginez que Schneerson a dit non. Et donc on a vécu dans la plus grande illégalité jusqu'à la déclaration de Chirac de 95. Donc du milieu des années 50 jusqu'en 95, on a vécu un peu, non pas comme des clandestins, mais vraiment dans la plus grande illégalité, en étant totalement mis à l'écart par les pouvoirs publics. La déclaration de Chirac en 95 a mis un point final à tout ça. Heureusement. Et donc, après la déclaration de Chirac, justement, si vous laissez poser la question de savoir ce qu'il fallait faire du mémorial, parce qu'après tout, peut-être que le but de Schneerson avait été atteint avec la déclaration de Chirac, finalement. Nous, on était devenus une machine de guerre sur le plan historique. On publiait des livres, on a publié plus d'une 50aine de livres, parce que Schneerson, son propos, c'était de dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc on ne va pas attendre dans la France difficile de l'après-guerre, où il y avait cette volonté de mettre sous silence le rôle de Vichy. Il a publié énormément de livres dont un certain nombre font toujours autorité aujourd'hui. Enfin, je pense au Commissariat général à la question juive, les 3 tomes notamment, qui sont toujours, en tous les cas, très importants pour les chercheurs qui font référence. Et donc, la revue continue d'exister. Voilà, donc il y a une activité scientifique très importante. Et il y a le mémorial qui existe, mais en fait, en dehors des chercheurs et des familles, à cette période, on n'a pas de vocation pédagogique. C'est déjà suffisamment difficile de faire vivre l'institution telle qu'elle est.
Donc Schneerson s'attache vraiment à ces deux populations. Et après la déclaration de Chirac, il y a une grande réflexion qui est menée en interne. On décide de faire des travaux d'agrandissement. Et puis, en 2005, on ouvre un nouveau bâtiment qui fait 5000 m², qui a changé de nom, qui va s'appeler le Mémorial de la Shoah, et non plus le tombeau ou le Mémorial du martyr juif inconnu, parce que c'est une terminologie, on va dire, qui était véritablement très datée. Et puis, donc on décide de créer une exposition permanente, une salle de lecture digne de ce nom, des salles de conservation pour les archives. On crée le mur des noms avec les noms des 76 000 juifs déportés de France. On crée l'allée des Justes, où on met le mur des Justes pour rendre hommage à la population française qui a sauvé la population juive. Parce que, permettez-moi de dire quand même une chose, de rappeler que 75% des juifs de France survivent à la Seconde Guerre mondiale. Que 25% des juifs sont déportés, c'est terrible. Mais en Hollande, 75% des juifs sont déportés. En Pologne, 95% des juifs sont déportés et assassinés. Il y a un cas incroyable en France, avec un des régimes sans doute les plus antisémites d'Europe, mais avec une population française, une église, qui à partir de l'été 42 va se mobiliser, et avec des déclarations publiques de Monseigneur Saliège, notamment de Monseigneur Raymond, voilà, et qui vont véritablement amener cette mobilisation et le sauvetage de la grande majorité de la population juive, qui finalement, grâce à cela, restera en France, va rester vivre en France malgré Vichy. À ce sujet, je me permets premièrement de recommander la lecture d'un livre qui s'intitule L'énigme française de Jacques Sémelin. Et l'énigme française, c'est l'interpellation de Simone Veil à Jacques Sémelin. Jacques, dites-moi, quelle est cette énigme française qui fait, comme vous venez de l'expliquer, Jacques, que 75% des juifs français ont été sauvés. Et puis, il y a cette très belle exposition que vous avez accueillie au Mémorial de la Shoah, à la grâce de Dieu. Exactement. Oui, on a fait le point véritablement, en effet, sur à la fois après l'ouverture des archives du Vatican, à la fois sur la problématique du positionnement du pape, mais également finalement des églises. Des églises, et on sait à quel point le clergé, des hommes d'église, des croyants vont jouer un rôle les très important. Les congrégations féminines en accueillant les enfants. Absolument, absolument. Alors donc, si vous voulez, je referme la parenthèse. Donc on décide d'agrandir le mémorial avec une particularité. C'est qu'en 2005, lorsqu'on ouvre ce mémorial, donc avec l'idée d'accueillir le grand public, puisqu'on fait une exposition permanente, un auditorium pour des conférences de tout type, une salle pour les expos temporaires, on décide de devenir un musée, d'accueillir à la fois le grand public et d'accueillir des scolaires, parce que finalement on comprend en 2005 que le négationnisme, l'oubli, tout ça sont des menaces qui pèsent, et qu'il faut éduquer, il faut enseigner, il faut transmettre, il faut accompagner les professeurs d'histoire géo, puisque maintenant l'enseignement de la Shoah est rentré dans les programmes scolaires. Ce qui fait la différence en 2005, c'est qu'on décide de travailler sur l'histoire des génocides. Donc dès 2005, le mémorial va commencer à travailler sur les génocides des Herero et des Nama en Namibie, celui des Arméniens, celui des Roma et des Sinti, la Shoah bien sûr, et des Tutsis au Rwanda. Alors, le mémorial, vous le savez, a intégré le CDJC, mais en 2005, on fusionne tout. C'est le mémorial, la maison mère, et donc, cette maison mère, elle est faite de 3 piliers. Nous sommes un centre d'archives, nous disposons de 50 millions de documents d'archives, 400 000 photos d'archives, 80 000 ouvrages et périodiques. On
on est le plus grand centre d'archives en Europe sur l'histoire de la Shoah. On est un lieu de mémoire et on est un lieu d'éducation. En décidant de travailler sur l'histoire des génocides, l'idée est de dire que finalement, dans son travail, l'historien passe son temps à comparer. Il n'y a pas, en 2005, on ne l'aurait sans doute pas fait en 1990, mais après la déclaration de Chirac, qui est aussi, pour beaucoup de Juifs de France qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, un retour à une lune de miel avec la France. On n'a pas été mis de côté. On reconnaît ce qui s'est passé. On est réintégré dans l'histoire de France. C'était une plaie ouverte pour les Juifs de France. Et en 2005, on décide de travailler sur les génocides pour comparer, montrer les points communs et les différences, mais en comparant des mêmes crimes. Attention, en comparant des mêmes crimes. Et l'idée, c'est aussi de dire qu'il n'y a pas une souffrance qui est plus grave qu'une autre. Les familles Tutsi ont le même respect que les familles arméniennes ou que les familles juives. Nous avons pour elles le même respect. Et puis surtout, c'est aussi une façon de répondre à cette prétendue concurrence des mémoires, de dire, vous voyez, au mémorial, on est capable de parler de toutes les histoires. Parce que la concurrence des mémoires est une fabrication politique qui est destinée à opposer les gens entre eux. La concurrence des mémoires n'existe pas. Et on va vous donner l'exemple en faisant au mémorial ce travail. Et il y a aussi l'idée que le mémorial, son combat n'est pas de montrer que les Juifs ont le plus souffert au monde. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on arrive à un génocide. C'est ça le sujet. Et je le dis à un moment où le mot génocide est totalement détourné de son sens, dévoyé, utilisé, instrumentalisé. Et le mémorial est une institution d'histoire. Notre colonne vertébrale, grâce à Schneerson, notre colonne vertébrale, c'est l'enseignement de l'histoire. Tout ce qu'on fait... À partir de ce qui a été documenté. Exactement, exactement. Ce qui est sourcé, ce qui est visible, que vous pouvez venir vérifier. Et le travail du mémorial, c'est cela. Et nous avons décidé, il y a 6 ans, de créer dans nos archives, le Saint des Saints, le centre Raphaël Lemkin, dont l'objet est de rassembler des archives sur l'histoire des génocides. Et donc, nous nous sommes intéressés à toutes les archives des génocides que j'ai citées, et puis nous nous sommes engagés dans un travail au Rwanda, très important, puisque nous aidons nos amis rwandais à classer les archives du génocide. Et donc nos archivistes font des allers-retours entre Paris et Kigali depuis maintenant 2 ans. C'est un grand honneur pour nous de mener cette tâche qui est à mon avis très importante. Et véritablement, le travail que nous menons sur les génocides, vous allez le retrouver partout. Dans les expositions, dans les conférences, dans les activités que nous organisons pour les scolaires, dans la formation des enseignants. Voilà. J'ai évoqué, si vous voulez, toutes les facettes du travail du mémorial, c'est-à-dire que dans ce travail à destination du grand public, l'idée c'est de leur montrer qu'on n'est pas là pour pleurer, qu'on n'est pas là dans une approche victimaire, on est là dans une approche politique, historienne, comment on en est arrivé là. Et avec l'idée finalement que les gens qui ont été assassinés, malheureusement, ils sont morts. Par contre, cette histoire doit nous inspirer pour notre présent et pour notre avenir. Et donc, tout le travail que nous accomplissons, c'est d'interroger cette histoire pour la rendre utile à quelque chose. Rendre utile à quelque chose, précisément. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots pour nos auditeurs, dire en quoi consiste précisément un génocide? C'est quoi un génocide? Alors, un génocide, il y a un certain nombre d'éléments fondamentaux qu'il faut retenir. Pour vous donner un exemple, le premier livre, la première synthèse sur l'histoire de l'assassinat des Juifs d'Europe, elle a pris 15 ans.
c'est celle de Raoul Hilberg, dont le livre s'appelle « La destruction des Juifs d'Europe ». Il faut comprendre qu'on ne peut pas, simplement en ayant un regard lointain sur une situation dans le monde, dire « Ah oui, ça c'est un génocide ». Un génocide nécessite d'abord et avant tout une enquête, un travail d'historien. Il faut aller sur place, recueillir les preuves, recueillir des témoignages, chercher les archives. Dans les génocides sur lesquels nous travaillons, on assassine quelqu'un non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. On le fait d'une manière systématique, d'une manière industrielle, et dans le mot industriel, on y met différents cas de figure. Avec les nazis, on a fait travailler des architectes, des ingénieurs pour arriver au centre de mise à mort, arriver à tuer en quelques heures 1000 et quelques personnes, les gazer, les brûler. Au Rwanda, c'est à la machette qu'on va tuer les gens. Mais il y a l'idée d'industrialisation du crime. Et puis, ce qui va faire la différence, c'est l'intentionnalité et la planification. L'intentionnalité, c'est le plan que vous avez conçu, bien à l'avance, qui va avoir pour objectif, non pas un but de guerre, non pas des raisons économiques, mais l'assassinat d'un peuple pour ce qu'il est. Voilà. Et il y a beaucoup de mots qui existent pour qualifier, selon ses opinions, ce qui peut se passer au Proche-Orient. Il y en a plein des mots. Mais le mot génocide est utilisé d'abord à des fins de propagande pour ni plus ni moins mettre les Israéliens en accusation, les Juifs en accusation, parce que il y a une telle ignorance aujourd'hui sur le judaïsme que les Juifs sont rendus responsables parce qu'ils sont Israéliens, responsables de ce qui se passe à Gaza, et ça amène cette montée de l'antisémitisme qu'il y a aujourd'hui. Donc le mot génocide est utilisé à dessein, c'est-à-dire que on accuse les Israéliens eux-mêmes, qui en Israël vivent de nombreux rescapés de la Shoah, qui ont été victimes d'un génocide. On les accuse de devenir des génocidaires. Donc il y a l'utilisation d'un vocabulaire à dessein. Et d'ailleurs, en général, on ajoute génocidaire, colonialiste, blanc. Voilà. Donc on sort toute la batterie de mots qui aujourd'hui, en tous les cas, vont soit plaire à une communauté parce qu'on fait du clientélisme, soit plaire à une tendance un peu à la mode, et on va prendre tous ces mots-là, on va remuer tout cela, et on se moque totalement de l'histoire et de la vérité historique, de la même manière que c'est pas longtemps, il y a pas longtemps, on utilisait le mot apartheid pour parler d'Israël. Mémorial ne travaille pas sur le Proche-Orient. Nous, on travaille sur la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, quand les scolaires viennent au Mémorial, ils nous posent des questions sur le Proche-Orient. On leur dit, écoutez, nous, c'est pas notre sujet, le Proche-Orient. Par contre, on va vous expliquer ce que c'est un génocide. On va vous expliquer ce que c'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité, comment ces mots sont nés et leur histoire, leur historique. Le mot sionisme, si vous venez au Mémorial, Christophe, je sais que vous venez souvent, vous savez que notre exposition permanente commence sur l'histoire des Juifs en France. D'abord parce que déjà à l'époque, quand on a conçu l'exposition permanente, on avait constaté qu'il y a une ignorance totale sur le judaïsme, sur la diversité du judaïsme, sur la laïcité dans le judaïsme. Le judaïsme est un concept un peu compliqué vu de l'extérieur, je le concède, mais dans cette séquence, il y a une photo de Théodore Herzl. Pour expliquer qu'au XIXe siècle,
Il y a des gens qui se disent « Il n'y a plus de place pour nous en Europe. Nous allons retourner à l'endroit d'où nous venons. Là où il y a eu un royaume, un pays pour les Juifs, nous allons y retourner. » C'est ça le sionisme. Aujourd'hui, le mot sionisme est devenu une insulte qui vous bannit de la société, des hommes de bonne volonté, de la société démocratique. On a véritablement détourné les mots de leur sens. Le mouvement sioniste est un mouvement d'indépendance nationale, d'autodétermination des peuples, qui est un mouvement révolutionnaire, mais dans l'ère du temps, au XIXe siècle. Et même si le sionisme n'a pas été un sujet pour les Juifs de France, comme je le disais tout à l'heure, pour beaucoup de Juifs d'Europe, ça a été véritablement une terre de survie. Je vous propose de marquer la deuxième pause de notre émission. Deuxième pause musicale, vous êtes bien dans Dialogue au présent sur KTO Radio et Christophe Lesourd reçoit Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah. A tout de suite sur KTO Radio. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Vous êtes toujours sur KTO Radio dans Dialogue au présent. Aujourd'hui, Christophe Lesourd reçoit Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah. Alors, cher Jacques, est-ce que nous pouvons évoquer les différents lieux du Mémorial de la Shoah ? Bien sûr. Alors en fait, le mémorial, inauguré en 2005 à Paris, à la demande de Simone Veil, on construit en face de la Cité de la Buette un mémorial à Drancy, mais un mémorial avec un musée en fait. C'est un musée que nous avons construit à Drancy, puisque 3/4 des Juifs de France ont été déportés à partir du camp d'internement de Drancy. Et on voit que les pouvoirs publics parlent, mais finalement, rien ne se fait. Et Simone Veil avait cette détermination en disant mais on est obligé de le faire. Pour tous les gens qui ont été déportés, on est obligé de construire un musée à Drancy. Donc on a ouvert un musée en 2012 à Drancy. Donc jusqu'en 2020, le mémorial a deux têtes, hein, la maison mère à Paris et puis le mémorial de Drancy. Je me rappelle, à l'époque, on nous mettait en garde en nous disant mais vous vous rendez compte, ouvrir un mémorial de la Shoah dans le 93, avec tout ce qui se passe. Je disais toujours, écoutez, c'est pas nous, hein, c'est les nazis qui ont choisi de s'établir dans le 93, donc nous, on est obligés de suivre. Et finalement, on a commencé une activité dans le 93 et qui est vraiment une activité très, très intéressante
et qui permet de comprendre que lorsqu'on se donne les moyens de transmettre et d'éduquer, ça marche aussi. Et puis dans les années 20, à partir de 2020, il y a eu toute une série de musées qui se sont rattachés au mémorial. Je pense au Cercil à Orléans qui a été créé par Hélène Moucharzé, la fille de Jean Zay, qui avait créé le Cercil à Orléans. Et c'est vrai que ce sont des musées associatifs en quelque sorte. Il y avait l'idée d'assurer une pérennité. Donc Hélène a voulu que le Cercil se rattache au mémorial. Et puis après, on a eu le centre culturel Jules Isaac qui est établi, vous savez, dans une ancienne synagogue désacralisée à Clermont-Ferrand, qui s'est rattaché au mémorial. Et d'ailleurs, je dois vous dire qu'on est en train de terminer les travaux puisque on a remanié en quelque sorte, installé une exposition permanente, installé une salle pédagogique et donc on devrait inaugurer la nouvelle version du bâtiment au mois d'octobre-novembre, j'espère. On a eu également la maire du Chambon-sur-Lignon, Madame Vauquier, vous savez, qui avait construit sur le plateau Vivarais-Lignon, au Chambon-sur-Lignon, un musée dédié à l'action des protestants, mais pas que, sur le plateau Vivarais-Lignon. Et donc, ce musée est rattaché depuis 2020 au mémorial. La SNCF nous a donné la gare de Pithiviers, d'où sont partis... Ça, c'est récent, là. C'est récent, oui, tout à fait, c'est 2022. Nous avons aménagé un musée à l'intérieur de la gare de Pithiviers parce que, vous savez, il y avait 2 camps dans le Loiret, Pithiviers et Bonne-la-Rolande. J'ai pas le temps d'évoquer le sort des enfants qui est très particulier, et puis vous savez, cette décision de Laval de la déportation des enfants terrible, qui est vraiment la contribution du régime de Vichy. Là-dessus, on peut renvoyer au livre de Joseph Weissmann. Bien sûr, et le livre de Klarsfeld, de Laurent Joly. Vraiment, il y a une somme qui a été écrite là-dessus. Et donc, les camps du Loiret ont été détruits, il ne reste plus rien. Et donc, on a aménagé un musée à l'intérieur de la gare de Pithiviers, et le tout dernier qu'on est en train de mener, qui est vraiment tout récent, puisque je peux le dire, nous avons maintenant définitivement obtenu le permis de construire. Nous allons créer un musée à Nice, dans un bâtiment qui nous est loué par la ville de Nice. Bon, Nice est très important, comme je le disais tout à l'heure, Vichy, la zone italienne, Aloïs Brunner, et puis l'histoire particulière des Justes, qui est fondamentale, Monseigneur Raymond, qui va abriter un réseau de sauvetage d'enfants fondamental. Donc voilà, on va s'arrêter là, parce que si vous voulez, on va avoir 7 musées. L'objectif pour le mémorial, c'est vraiment d'éduquer, de transmettre, de s'adresser au grand public, et en particulier aux scolaires et aux professeurs. Et puis, comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais c'est bien que vos auditeurs l'entendent, en dépit de ce que vous pouvez penser, les pouvoirs publics sont très peu aidants à l'égard du mémorial. Donc 85% de notre budget est de l'argent que nous collectons tous les ans auprès de particuliers, d'entreprises, de fondations, etc. Les pouvoirs, alors que nous sommes la plus grande institution sur la Shoah en Europe. Il y a 3 grandes institutions sur la Shoah dans le monde. Yad Vashem à Jérusalem, qui a été créé dans les années 60, le musée de l'Holocauste de Washington, qui a été créé en 1992, et nous. Nous sommes la plus grande institution en Europe, mais ça ne suffit pas pour que les pouvoirs publics nous aident, alors que l'année dernière, pour vous donner un chiffre, nous avons reçu, dans l'ensemble de nos sites, 180 000 scolaires, 7 000 enseignants en formation, et un public total de 500 000 personnes. Toujours dans le cadre de la transmission de la mémoire de la Shoah, il y a ce que vous organisez, en particulier en janvier, ce sont les voyages à Auschwitz. Est-ce que vous pouvez nous les évoquer ? Oui, en fait, vous savez, moi je suis au mémorial depuis quelques années, mais je me rappelle d'une chose, c'est qu'en 1995, j'avais organisé un voyage à Auschwitz, et je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué d'aller à Auschwitz, il n'y avait pas de liaison aérienne, et donc j'avais réussi à fréter un avion pour un voyage sur la journée. Et je me rappelle qu'on sortait de la querelle sur le Carmel d'Auschwitz, et le consul français qui était venu nous accueillir à Cracovie, j'étais extrêmement honoré, mais surpris qu'il vienne nous accueillir, parce que c'était juste un voyage de mémoire, et il nous dit, écoutez, les Français ne viennent pas à Auschwitz. Il faut que vous continuiez et que vous développiez
ces voyages. Et donc, on a continué et développé ces voyages. Pour vous donner un exemple, on a fait 37 voyages d'études et de mémoire l'année dernière, une grande majorité au camp d'Auschwitz-Birkenau, dont 23 que pour les scolaires. Alors quand il y a des voyages qui s'adressent aux individuels, n'importe qui peut décider de venir à Auschwitz pour quelque raison que ce soit. On a tout un dispositif qu'on a organisé qui permet de partir le matin, de rentrer le soir. On a nos propres historiens qui encadrent le voyage. Quand c'est des voyages avec les établissements scolaires, là c'est tout un travail sur une année. On prépare les élèves avant, avec bien sûr le professeur d'histoire. Et il y a le voyage. Et après, l'objectif, c'est que ces élèves restituent au reste de l'école ce qu'ils ont vu. Et c'est vrai que, vous savez, quand on va à Auschwitz, il y a des questions comme celles qu'on évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'un génocide ? Quand on va à Auschwitz, il y a des questions qu'on ne pose pas. Voilà, parce que l'immensité du site, les installations, le parcours, l'industrialisation, tout ça, c'est quelque chose qui vous permet véritablement de comprendre l'étendue de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué dans les centres de mise à mort. Donc nous, bien évidemment, on reste la demi-journée à Birkenau et on commence par Birkenau, puis après on va au musée d'Auschwitz. Je dois dire qu'on a une très bonne relation aujourd'hui avec le directeur du musée d'Auschwitz, Piotr Siwinski, qui est aussi un acteur du dialogue interreligieux en Pologne. Et ce voyage est très important. Pour certains, ça permet d'aller là où la famille a été assassinée. Et pour d'autres, c'est vraiment la volonté de comprendre ce qui s'est passé et les évolutions du site qui montrent, si vous voulez, à quel moment le site est devenu un site génocidaire, ce qui n'était pas le cas à l'origine, quoi. Merci infiniment, Jacques Fredge. Je suis désolée, on va devoir s'arrêter là, Christophe. C'est très frustrant. Peut-être que vous voulez dire un mot pour cette dernière émission de l'année ? Oui, c'est un grand merci à nos amis de KTO de nous avoir permis d'avoir cette émission mensuelle. Merci beaucoup à la technique, merci à Flore, et puis aujourd'hui, un grand merci à Jacques Fredge d'avoir été avec nous. On vous souhaite un excellent été et on se retrouve à la rentrée pour un tout nouveau dialogue au présent. À bientôt sur KTO Radio. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent.